bonsoir. À la une de ce journal, la poursuite de l'évaluation des chantiers du gouvernement. Ce soir, on vous propose l'étape de Macenta et de Guékédou où les travaux avancent à la grande satisfaction. Et puis bientôt une école des officiers de la gendarmerie. 27 officiers, futurs formateurs de cette nouvelle école, viennent de décrocher leur diplôme. On vous amènera ensuite à Kindia pour vous parler de la consommation de la mangue sous toutes ses formes. Un rituel qu'impose la saison des mangues dans bien de familles dans notre pays. Voilà, c'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition. Je vous le disais à l'instant, la mission d'évaluation des chantiers du gouvernement dans la Guinée profonde se poursuit à Macenta et Guékédou. La qualité, mais surtout le rythme de la construction des ponts pour désenclaver les zones agricoles de ces deux préfectures rassure la mission. Ansoumane Toumani Kamara. À Bayama, dans la sous-préfecture de Zébéla, à Macenta, cet ouvrage de franchissement est en chantier depuis quelques mois. C'est un pont métallique de 62 mètres qui relie les deux rives du fleuve Diani. Et dans quelques semaines, la fin des travaux mettra un terme aux nombreuses décennies de calvaire pour les usagers de cette route qui parcourt l'un des greniers de Macenta. Aujourd'hui, si on a ce pont, nos cafés, cacao, cola, tous nos produits agricoles seront bien drainés. Ça, c'est l'avantage de la population. Et les maladies, chaque fois, on prenait dans les hamacs. Vraiment, à l'aide de ce travail, nous serons très bien. Nos malades seront évacués dans les hôpitaux. On est en train de démonter un pont, de faire venir par là. Le pont de Bofossou, c'est un pont métallique. Donc nous avons fait les deux culées d'abord. Et il y a une équipe de démontage à Bofossou. Le pont de 1930. Donc on doit le faire venir ici. Donc là-bas les activités sont à 80%. Et nous sommes aussi à même mesure que eux. Dans la préfecture voisine de Guékédou, un autre pont de 28 mètres est en construction entre les localités de Yendé-Milimou et Bolodou. Nous venons voir la réalité, ce qu'on nous remonte comme information et ce que nous allons rencontrer comme réalité sur le terrain, de confronter les deux. Mais voilà, aujourd'hui, quand même, nous sommes satisfaits par rapport aux qualités, par rapport à la mobilisation sur les chantiers. De part et d'autre de ce cours d'eau, ce pont rend possible le désenclavement total de plusieurs localités comme Bolodou, Kassadou, Koundou, Fangamadou et jusqu'à la frontière avec la Sierra Leone au niveau de la Languette au sud du pays. Ces ouvrages de franchissement réalisés au compte du vaste programme de désenclavement des zones agricoles du pays sont associés aussi à la réhabilitation des routes communautaires. Et puis, gouvernance urbaine, ONU Habitat, à travers l'Union européenne, annonce une enveloppe de plus de 38 millions d'euros. C'est pour assainir et développer Conakry. À l'annonce de la bonne nouvelle, les acteurs du foncier se sont aussitôt retrouvés pour voir comment élaborer une politique urbaine de la capitale en partant de l'étude de son schéma directeur. Mounir Bari Saamara Tolou. La construction d'une nouvelle décharge, l'assainissement de la capitale et la révision du schéma directeur de la ville ont été les grandes questions débattues au cours de cette rencontre. Acteurs du foncier guinéen, experts et élus locaux ont longuement échangé sur les risques sanitaires et sécuritaires que présente la décharge de Dar Salam. Une décharge à proximité de laquelle de nombreuses victimes ont été enregistrées en août 2017. Pour prévenir ces risques, surtout à l'approche des grandes pluies, la Guinée et ses partenaires au développement veulent anticiper. Je crois comprendre que le département a le souci de faire face aux problèmes d'assainissement qui sont des problèmes importants dans la ville de Conakry. Le problème de la décharge est toujours d'actualité. Cette situation pose des problèmes parce que c'est en plein milieu urbain. Et quand bien même il n'y aurait pas de mort, et c'est déjà grave qu'il y en ait, il y a le problème de la santé publique.
Nos moyens principalement, c'est de trouver les ressources humaines nationales que nous allons accompagner pour donc examiner le schéma national d'aménagement du territoire, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, comment on peut élaborer le futur schéma et donc donner des axes d'orientation. Pour la mise en œuvre du programme de développement et d'assainissement en Guinée, l'Union européenne annonce plus de 38 millions d'euros. Ce montant, une fois obtenu, sera orienté dans l'assainissement de la capitale et surtout à la recherche d'une solution définitive à la décharge de Dar es Salaam. L'objectif de cette rencontre, c'est la présentation du projet Sanita. Dans le cadre du 11e FED, comme vous le savez, l'Union européenne a appuyé le gouvernement guinéen à travers notre département, surtout pour la mise en œuvre d'un projet qui comporte deux aspects. Un aspect développement des outils de planification, l'étude diagnostique et puis qui nous a donné un scénario tangentiel qui a permis de déterminer la vision pour le développement de Conakry, intégrant Conakry et les villes satellitaires. Ces projets d'urbanisation, de modernisation des axes routiers, de révision du schéma directeur et d'assainissement des grandes envergures de la capitale s'inscrivent dans l'accompagnement de la vision Conakry 2040. Une volonté qui cadre avec les ambitions des autorités de la Troisième République. Je vous le disais dans les titres, bientôt une nouvelle école des officiers de la gendarmerie nationale. Son ouverture se concrétise progressivement. 27 officiers, futurs formateurs de cette école, viennent de décrocher leur diplôme. Et c'est au haut commandement de la gendarmerie, direction de la justice militaire, qu'ils ont reçu officiellement leur diplôme. Le film de la cérémonie, c'est avec le lieutenant Fodé Aboubakar Bangoura, correspondant de la presse militaire. Cette remise des attestations est le couronnement de 2 semaines de formation des futurs instructeurs de la nouvelle école des officiers de la gendarmerie nationale. Ils auront pour mission de dispenser des cours académiques militaires liés à la profession gendarme. Force est de reconnaître que ce séminaire vient à point nommé parce qu'il nous donne déjà les outils pédagogiques nécessaires pour le démarrage très prochain de l'école des officiers. Nous sommes prêts pour la formation des futurs officiers parce que réellement tous les outils sont réunis pour nous pour aller en avant. Et je suis sûr que ce que nous attendons, c'est l'ouverture de l'école, le projet est déjà terminé. Au cours de ce transfert de compétences, plusieurs modules pédagogiques axés sur l'éthique et le savoir-être des officiers ont été enseignés par ces experts. Une formation rendue possible grâce à la coopération militaire française. Les principales thématiques résidaient à parfaire les futurs cadres de l'EOGN, aux techniques de pédagogie et d'enseignement des matières qui seront enseignées aux futurs élèves officiers de l'EOGN Guinée. Je précise que cette école va recruter des cadres de la gendarmerie qui sont déjà en place pour un premier temps, donc des sous-officiers. À ne pas confondre avec le recrutement national des élèves gendarmes qui doivent être incorporés au sein de la gendarmerie. Avec l'appui de l'état-major général des armées, du ministère de la Défense nationale, et comme je vous l'ai dit, au plus haut niveau, n'est-ce pas, de notre État, à savoir le président de la République. La formation du personnel gendarme a connu une courbe ascendante dans ces derniers temps. Cela grâce à la réforme du secteur de sécurité déclenchée par les autorités de la Troisième République. Agriculture à présent, l'Institut de recherche agronomique de Guinée fait le bilan de ses activités réalisées au cours de ces dernières années. C'est à la faveur de la 4e session ordinaire de son conseil d'administration tenue à Foulaya dans la préfecture de Kindia. Outre la rénovation de ses installations de recherche, le rajeunissement du personnel est un autre grand défi à relever. Reportage Ousmane Bah. La recherche sur la productivité agricole. Un passage obligé pour tout développement équilibré. À Foulaya, à la faveur de la 4e session ordinaire de son conseil d'administration, l'Institut de recherche agronomique de Guinée passe en revue les résultats des recherches effectuées au cours de ces dernières années. L'objectif est de recenser de nouveaux besoins pour améliorer les travaux et projeter de nouvelles perspectives. Nous avons examiné les documents administratifs que sont d'abord les recommandations de la 3e session du conseil d'administration, le résumé des activités de recherche et de production que les chercheurs ont conduit pendant les années 2016 et 2017,
la situation des ressources humaines qui est devenue critique au niveau de l'Institut, la situation financière aussi, et le projet de travail, le PTBA comme on le dit, pour 2018. L'essentiel des travaux a porté sur la visite des installations de recherche de l'Institut de Foulaya et la station de Kilissi. Ici, 28 hectares sont aménagés pour l'expérimentation de nouvelles variétés de maïs et de riz, des variétés produites sur place suite à une pollinisation artificielle. Nous n'avons rien à envier à l'équipe des chercheurs de la région, de la sous-région. Nous avons de très bons chercheurs ici, que ce soit ici à Kindia, à Kilissi, à Barin, à Bordeaux, à Sérédou comme à Koba. Nous avons de très bons chercheurs qui sont dans les différents programmes et qui nous donnent satisfaction. Des défis à relever pour avancer dans la recherche qui constitue l'épine dorsale du développement. Je fais ma recherche, je construis mon pays, disait un homme d'État africain. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a pris part ce samedi à une conférence débat, une rencontre organisée par l'Association des jeunes acteurs pour le développement. Elle avait pour thème l'impact de la corruption sur le développement économique et social en Guinée. Ibrahim Keita pour le film de la cérémonie. Les formes et types de corruption, les causes de la corruption, les conséquences et l'impact de la corruption sur le processus de développement ont été entre autres thèmes développés au cours de cette conférence débat. Une conférence débat à laquelle le président de la République, le professeur Alpha Condé, a pris part, manière de prouver une fois encore son attachement à la lutte contre ce fléau. La rencontre est organisée par l'Association des jeunes acteurs pour le développement qui regroupe les 518 jeunes fonctionnaires engagés en février 2013 par le chef de l'État. Le professeur Alpha Condé confirmait ainsi sa politique de rajeunissement et de féminisation de l'administration guinéenne. Durant cette rencontre, les différents intervenants ont, après avoir remercié l'Association des jeunes acteurs pour le développement, rendu hommage au chef de l'État pour sa politique en faveur des jeunes. Des jeunes qui, à l'image de cette association, mesurent leurs responsabilités dans la lutte contre la corruption sous toutes ses formes. Dans cette démarche, le pays a enregistré des progrès, dont, entre autres, la loi organique relative aux lois des finances et les textes d'application, la loi sur la gouvernance des sociétés et établissements publics de l'État et la loi anticorruption, la création de la cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF, la mise en place de l'initiative pour la transparence des industries extractives, la mise en place du secrétariat général de la lutte contre la drogue et les crimes organisés. Au plan opérationnel, l'amélioration de la gestion des risques budgétaires liés aux établissements publics de l'État, l'opérationnalisation du compte unique du Trésor, une programmation budgétaire pluriannuelle qui s'appuie sur les cadres de budget et les dépenses à moyen terme, la mise en cohérence des plans de trésorerie et d'engagement budgétaire. C'est pourquoi d'ailleurs la présente rencontre a demandé l'implication de tous les citoyens dans la lutte contre la corruption. Pour le président de la République, le professeur Alpha Condé, la corruption est à tous les niveaux et pour gagner le pari de la lutte, tout le monde doit se sentir concerné. J'encourage les jeunes à prendre leurs responsabilités, à ne pas être pressés. Si vous êtes pressé d'avoir une belle voiture, d'avoir une maison, vous n'allez pas être des bons gestionnaires. Or, quand le pays avance, tout le monde en profite. Quand il y a le courant, c'est pour tout le monde. Quand il y a l'eau, c'est pour tout le monde. Quand il y a l'eau, c'est pour tout le monde. Il ne sert à rien d'être riche dans un environnement pauvre, parce que vous aurez beaucoup de problèmes. Vaut mieux donc que faire avancer tout le monde, parce que tout ce qui est investissement public sociaux profite à tout le monde. Et aujourd'hui, l'Afrique peut être l'avenir du monde si réellement nos jeunes prennent le destin du pays en main. C'est-à-dire, s'ils se forment et s'ils sont studieux. Parce que le défaut des Africains, ils ne sont pas besogneux. D'abord, on va sortir avec un Français de l'université,
ils sont au même niveau. 10 ans après, le français a 10 longueurs sur lui. Parce que lui, il va lire tout ce qui est publié, il va à la bibliothèque. Lui, une fois qu'il est sorti, c'est fini. Comment il peut savoir comment sa fonction a évolué quand il ne lit pas? Aujourd'hui, le monde se transforme rapidement, donc il faut être tout le temps à l'heure du jour. Hein? Si Awada sort comme médecin, comme un autre, il lit jamais, il va dans la bibliothèque, il lit jamais, c'est pas de nouvelles recettes, mais l'autre va être son professeur. C'est ça aussi un de nos problèmes. Les gens ne lisent pas, ils ne se forment pas, ils n'essaient pas de voir comment la société évolue pour s'adapter. Alors que le blanc est très besogneux, il fait tout pour s'adapter. Donc il ne faut pas que les gens croient que parce que tu as un certain niveau, c'est fini. Tu dois te remettre constamment en cause. Dans ton secteur, qu'est-ce qui a évolué? Comment tu peux te perfectionner davantage? Aller en bibliothèque, faire des stages, etc. Ça, c'est important. Parce qu'avec l'évolution et les changements, l'évolution technologique qui fait que le monde avance vite, il faut s'adapter. Mais la chance que nous avons, c'est que la 4e révolution industrielle, si on la maîtrise, va nous permettre de rattraper notre retard et nous permettre d'arriver rapidement au niveau des grands pays. Donc vous avez cette chance-là aujourd'hui, que si vous maîtrisez de nouvelles technologies, bien sûr, vous pouvez transformer votre pays et ne plus envier des autres. C'est pourquoi nous disons que l'Afrique est l'avenir du monde. Nous avons l'essentiel des matières premières. C'est nous qui avons le plus d'eau, hein, le plus d'énergie, etc. Le plus de matières premières, le plus de pétrole. Si nous gérons bien, nous n'avons pas besoin d'aide. Nous avons besoin de coopération, de partenariat. On n'est pas des mendiants. Si nous gérons bien, nous n'aurons pas besoin de mendier. Mais faudrait-il qu'on gère bien et qu'on n'ait pas de complexe. Très souvent, on a le complexe de l'Europe, l'européocentrisme. C'est-à-dire tout ce qui est fait en Europe est bien. Tout ce qui est fait chez nous. On n'a pas la fierté de ce que nous sommes. Très souvent, on pense qu'un blanc peut faire mieux qu'un noir. Moi, tous les conseils que j'ai, c'est les Africains. Parce qu'il y a des Africains qui sont plus compétents, aussi plus compétents. Vous voulez aller prendre un conseil américain ou français, alors qu'il y a des Africains qui sont bien. Et aujourd'hui, je suis très heureux de les avoir, parce qu'ils nous aident beaucoup à avancer. Et nous avons des faiblesses dans le domaine de l'étude des projets. Les Africains sont en train de nous aider. Nous avons des faiblesses dans le domaine de montage des dossiers, des appels d'offres, et particulièrement au niveau des routes. Mais nous sommes en train d'avoir des gens qui nous aident, des Africains, pour que nos appels d'offres soient mieux présentés. Il faut faire confiance aux Africains. Nous avons des Africains capables, compétents, qui n'ont rien à envier aux Américains ou aux Français. Mais si on pense que c'est seulement les Américains et les Français, les choses qui peuvent avancer, évidemment, on ne va pas les utiliser. Et aussi, il ne faut pas que les jeunes tombent dans des défauts des anciens. Le nationalisme étroit. Il faut être nationaliste, aimer son pays, mais pas être nationalisme étroit. Or, en Guinée, ce qui dominait, c'est le nationalisme étroit. Donc, il faut accepter que s'il y a des Ivoiriens ou des Sénégalais qui connaissent mieux que toi, s'ils viennent, tu te mets à l'école, tu apprends près d'eux. Non pas dire, ah, c'est un Ivoirien, c'est un Sénégalais. Non. Il faut au contraire profiter de sa connaissance pour t'améliorer. Et non pas de combattre. C'est ça le nationalisme étroit. Un nationaliste, c'est celui qui aime son pays et qui fait en sorte que son pays, comparé aux autres pays, soit considéré comme meilleur. Mais pas celui qui s'enferme et qui pense qu'il est le meilleur. C'est ça le problème des Guinéens aussi. Ils pensent qu'ils sont les plus intelligents, que la Guinée c'est le plus grand pays, etc. Et ils ont cette prétention-là que très souvent c'est le vide. Voilà. Donc, les jeunes aussi doivent éviter de tomber dans ce travers qui a été celui de vos aînés. Quand vous avez des cadres d'autres pays qui viennent, ils sont plus expérimentés que vous, mettez-vous à leur côté, essayez de tirer le maximum d'eux pour que vous soyez encore meilleurs. Mais si vous dites non, c'est un Ivoirien, non, c'est un Sénégalais, non, c'est un Malien, évidemment, vous ne progresserez pas. Donc je suis heureux que vous ayez choisi comme thème le thème de la corruption. Et j'espère que ça veut dire que les 518 vont être un modèle de gestion, un modèle de lutte contre la corruption. Pas dans la bouche, mais, M. Traoré, dans la pratique réelle. Des dessous de table, en passant par la fraude, l'extorsion, le favoritisme, le pot de vin, le trafic d'influence, jusqu'au détournement, les participants ont eu toutes les informations liées à la corruption et ses conséquences sur le développement économique de la Guinée.
À Kindia, la mangue est un fruit très consommé en ce moment. Chaque année, la saison de ce fruit impose pratiquement un nouveau menu dans les familles et sa consommation sous toutes ses formes est presque un rituel. Notre reporter Mohamed Lamine Solano s'est intéressé à ce sujet. Suivez. À chaque saison, ses produits et ses recettes. Et à Kindia, les mangues s'imposent comme le plat du moment. Partout dans la ville, on retrouve ce fruit sucré et juteux, vendu en lot de 6 en général à 5 000 francs et dans tous les marchés du Kenya. À Dadia, un des quartiers populaires de la cité, Mabinti est bien connu pour son petit commerce. Pour les recettes du plat de la saison, rien de plus simple. Quand j'achète les mangues, je les épluche, les lave, ensuite je les prépare avec des oignons, du bouillon, du poisson, des patates et de l'huile rouge avant de les proposer aux clients. En général, Mabinti vend par jour 2 marmites de 15 kg de mangue chacune pour 2 000 francs le plat servi. Certains, les femmes notamment, préfèrent la consommer verte avec du sel ou du piment. Dans la ville, il existe des dizaines d'alimentations de rue du type de Mabinti où la mangue reste le menu principal. Dans les marchés, c'est la vedette des fruits. Femme au foyer, Jeannette s'est installée à Kindia il y a 6 ans. Depuis, entre mars et juillet de chaque année, le menu dans sa famille change. Non seulement c'est la période des mangues, c'est un plat que j'ai avant. C'est avant, je ne connaissais pas les mangues. C'est arrivé en Basse-Côte, on a connu cette préparation de mangues. Et c'est vraiment bon. Tellement bon. Et l'avantage avec les enfants, si on a l'habitude de préparer des produits, en cette saison de mangue, voilà qu'un seul kilo à préparer. Au bout d'une trentaine de minutes de cuisson au charbon, le plat est servi et bien savouré en famille. Ici, comme dans plusieurs familles de Kindia, baptisées à juste raison la ville des agrumes, les mangues restent le plat principal de la saison et pour certains, c'est parfois le dessert. Son histoire avait ému plus d'un Guinéen, c'était au mois de décembre dernier. Il s'agit de la petite Djaraï Diallo qui avait été ligotée par sa mère pour la marier de force. Après 5 mois de soins intensifs ici à Conakry, Djaraï se porte mieux, ses blessures se sont même cicatrisées. Mais avant de regagner Mamou, sa ville natale, Djaraï Diallo dit avoir pardonné à sa mère et plaide pour son relâchement. Une histoire émouvante que je vous invite à suivre avec Tierno Maroufba et Nabi Kamara. Au service de chirurgie pédiatrie de l'hôpital Ignace Dine, le sourire revient peu à peu sur le visage de la petite Djaraï. Après 5 mois de soins intenses, les blessures de la fille qui ont fait la une des journaux commencent à se cicatriser. Ligotée par sa mère pour des fins de mariage, Fatmata Djaraï a reçu de nombreux soutiens. D'autres ont proposé une amputation des membres supérieurs de cet enfant. Alors, on s'est dit non, si nous avons le matériel à notre disposition, on pourra travailler là-dessus, on pourra le traiter, qu'il puisse se récupérer. Donc c'est comme ça. C'est vrai, ça a été de lourdes charges. Parce que Djaraï est descendu au bloc 4 à 5 fois pour pouvoir sauver ses membres. Nous avons fait énormément d'efforts. Je remercie les médecins. Ce que je veux maintenant, qu'on libère ma mère. Je la pardonne pour tout ce qu'elle m'a fait subir. Après 5 mois d'hospitalisation, Djaraï s'apprête à quitter l'hôpital Ignace Dine. Pour son retour à Mamou, sa ville natale, le ministère de l'Action sociale et de la promotion féminine offre une somme de 2 millions de francs guinéens à cette jeune adolescente qui a presque perdu tous ses membres supérieurs. Le montant a été remis à sa famille. Depuis notre arrivée, les médecins et les infirmières se sont bien occupés de nous. Pour la santé de Djaraï, ça a été une préoccupation pour Dr Touré. Nous le remercions beaucoup. Nous remercions également les donateurs. Quand Djaraï a été victime de ça, nous avons été saisis par le directeur de l'action sociale de Mamou. Aussitôt, nous avons contacté l'hôpital pour faire ce que nous avons pu faire. C'est de, quand c'est possible, d'apporter l'aide nécessaire afin que l'enfant recouvre sa santé.
Accompagnée de son médecin traitant, Fatoumata Diarra Diallo revisite les couloirs de ce service dans lequel elle a passé 5 mois. La semaine prochaine, Diarra va regagner Mamou, là où tout a commencé, pour tenter de repartir à zéro et de se créer une nouvelle vie. Dans l'actualité également, l'université Mohamed VI se fait accompagner par des experts français et marocains pour performer son programme d'enseignement. Les partages d'expériences sont au cœur de cette initiative. Bernard Tanguno. 3 jours de réflexion, 3 jours de concertation entre professionnels d'université et chefs d'entreprise. Le référentiel de métiers et compétences proposé par l'université Roi Mohamed VI de Conakry est passé en revue. L'approche devrait déboucher sur la validation des modèles de programmes universitaires adaptés aux profils et compétences recherchés par les employeurs. Ensemble avec les entreprises, nous allons valider les compétences que les entreprises eux-mêmes ont définies. Donc à l'issue de ceci, en fait, nous voudrons que les entreprises reconnaissent les programmes de formation de l'université, qu'ils accompagnent la formation universitaire et également qu'on puisse aller au bout d'une convention de partenariat entre emploi, entre formation et employabilité. À cette rencontre scientifique, plusieurs chefs d'entreprise et représentants d'institutions sont présents. Ils viennent exposer sur leurs besoins en termes de ressources humaines. Nous pensons que les métiers, les mines constituent l'avenir de la Guinée, mais moi je dirais beaucoup plus que c'est le capital humain qui constitue l'avenir de la Guinée. Il y a déjà plusieurs entreprises qui sont dans la province bauxitique de Bokeh. Il est très important de nos jours que la plupart des universités orientent leurs programmes de formation vers ces métiers de mine. Au-delà des consultants nationaux, l'atelier de validation du référentiel de métiers et compétences bénéficie d'une expertise internationale. Des patrons d'entreprises africains et européens s'engagent à partager leur expérience avec la Guinée. Nous, très modestement, on est venu parler de notre expérience, faire un retour d'expérience de ce qui se passe en France et de ce que j'ai initié donc à l'Université française de Guinée et ce que j'essaye de faire avec l'Université Roi Mohamed VI. Nous, on travaille sur les référentiels de compétences depuis maintenant quelques années. Et donc, voilà, je vais essayer d'apporter cette modeste contribution. Je suis une technicienne de la pédagogie et donc je vais essayer d'écouter ce que les entreprises guinéennes souhaitent, veulent attendre et puis peut-être transformer ça en savoir et ensuite en compétences pour expliquer aux élèves ce qu'ils doivent être capables de faire en fin de formation. Nous soutenons les efforts, tous les efforts pour relever un peu le niveau de l'enseignement dans ce pays. Nous soutenons ce que fait donc le président fondateur, M. Mara, et nous le soutenerons toujours dans ses actions de pouvoir réformer l'Institut, qui est vraiment un exemple à suivre par les autres universités et instituts en République de Guinée. Pendant 3 jours, des panels vont être animés sur plusieurs thématiques favorisant l'employabilité des jeunes sortants de l'Université Roi Mohamed VI de Conakry. Côté de l'université Amadou Dieng, il est question de journées d'apprentissage. De jeunes étudiants ont l'occasion d'avoir des moments d'échange avec ceux qu'ils qualifient de modèles. Yaya Silla nous fait le point. Les étudiants du complexe universitaire Amadou Dieng profitent du week-end pour apprendre auprès des jeunes dirigeants d'entreprises guinéennes. Ces formateurs sont membres du Centre de jeunes dirigeants d'entreprises. Ils jouent le rôle d'incubateurs dans les milieux scolaires et universitaires afin d'inciter les jeunes à la création d'emplois. Nous rentrons en contact avec les jeunes pour qu'ils sachent qu'en Guinée, nous avons des jeunes d'une trentaine d'âge qui ont créé leur société et nous utilisons un peu cette plateforme, ces rencontres-là pour communiquer avec eux, pour partager notre expérience, pour qu'eux aussi puissent en inspirer. Les idées motrices du CJD, Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, sont entre autres réfléchir, se former, expérimenter, s'engager et se développer. Ces idées inspirent les jeunes étudiants et les incitent à plus de travail. Une occasion pour la direction générale de Amadou Dieng de formaliser sa collaboration avec le CJD par un protocole d'accord. La meilleure façon de montrer à nos étudiants, à leur faire réaliser les opportunités qui les entourent, c'est d'amener des gens comme eux, leurs frères,
qui ont réussi dans la création de leur propre entreprise, dans la gestion de leur propre entreprise, des entreprises qui aujourd'hui emploient des centaines, voire des milliers de jeunes, pour qu'eux aussi qu'ils sachent qu'avec la formation qu'ils ont, avec la persévérance, ils peuvent être les jeunes dirigeants de demain. Le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise est un mouvement international, une école pratique pour les chefs d'entreprise. Notre pays y a adhéré il y a 5 ans. À ce jour, le CJD Guinée compte une 50aine de membres. La Guinée célèbre demain 6 mai la journée internationale de lutte contre la lèpre. Le ministre de la Santé a fait une déclaration à propos du combat que mène le gouvernement. C'est le premier élément de votre rubrique Guinée en bref. Il sera suivi d'autres éléments compilés par Younous Atawel Kamara. Grâce à l'implication effective et la contribution de l'État et des partenaires, de nombreuses mesures ont été prises pour maintenir ces résultats encourageants. Nous pouvons citer, entre autres, la mise en place de 4 centres de référence à Massanta, Pita, Kankan et Kindia, qui a permis de diagnostiquer 704 cas de complications confondues, dont 590 cas ont été complètement guéris. Le vice-président de France Volontaire dans les locaux du dispensaire Saint-Gabriel de Matoto. Il vient toucher du doigt les activités que mènent les volontaires français dans cette structure sanitaire de la capitale. De la maternité à la nutrition, en passant par les salles de consultation, tous ces locaux ont été visités par la délégation de l'ONG France Volontaire. 2 nourrissons que j'ai eu la chance de voir tout à l'heure, mais les conditions d'accueil, les conditions de travail m'ont eu l'air tout à fait satisfaisantes. Et en tout cas, dans le cadre guinéen, je pense que c'est un grand secours qui est apporté par l'archevêché de Conakry et par la Fidesco pour contribuer aux problèmes sanitaires de ce pays. La coopération sino-guinéenne se renforce davantage. L'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh et l'Université de Chongqing viennent de signer une convention de partenariat. Cette nouvelle coopération est facilitée par un jeune Guinéen qui a fait ses preuves en Chine. Cet accord entre les 2 universités permet d'évoluer dans 5 volets. Premièrement, c'est le programme d'échange de formation, tant au niveau des formateurs et au niveau des étudiants. Leur permettre de commencer un programme de master ici et pouvoir les compléter à l'université de Tontin. Bokeh, ville cosmopolite par excellence, a besoin de l'union de ses fils pour le développement socio-économique de la localité. Depuis 5 ans, les notables des différentes communautés réunis au sein de l'Union islamique de Kakandé font des bénédictions pour promouvoir la culture de la paix. L'Union islamique de Kakandé, c'est bien défini. C'est pour rassembler d'abord les musulmans, sans compter les Jéténis, pour garder la paix et la culture sociale aussi dans nos pays, et pour assister les pauvres qui n'ont pas de moyens, c'est-à-dire dans les conditions les meilleures. Nous sommes là pour tout le monde. Les festivités annuelles de la mare de Barreau sont un rituel depuis plusieurs décennies dans notre pays. Une mare pleine de vertus mais qui est aujourd'hui menacée d'ensablement. À la clôture des festivités, des prières ont été formulées pour restaurer ce patrimoine national mais aussi pour le renforcement du tissu social. Maurice Sidibé. Cette journée de prière est le couronnement de la fête de la mare de Barreau. Devant les fidèles musulmans fortement mobilisés, l'érudit de Kankan a délivré des messages pour le renforcement de la culture islamique dans la sous-préfecture. L'ambassadeur de la paix de l'UNESCO a invité les populations de Barreau à œuvrer quotidiennement dans le sens de la consolidation de la paix et du vivre ensemble.
Madame la Première Dame, Madame Kondé Adjagenekaba, son champ d'action a été toujours la paix. L'Association des femmes de Barreau travaille sous sa supervision. C'est la raison pour laquelle elle nous a vraiment recommandé de couronner la fête en tant que musulmans par la lecture du Saint-Coran, par les bénédictions pour la nation, pour son cher époux, pour nous tous qui sommes venus pour fêter que la paix règne en Guinée, que la Guinée prospère. Sous l'initiative de la Première Dame de la République, cette séance de prière est organisée par l'Association des femmes de la sous-préfecture de Barreau. La démarche vise à pérenniser le climat de culture sociale et de cohésion nationale pour faciliter l'essor socio-économique du pays. L'élément le plus essentiel, c'est de faire en sorte que les sages de ce village, n'est-ce pas, formulent des bénédictions à l'endroit, n'est-ce pas, du renforcement du tissu social, dont a besoin aujourd'hui fortement le professeur Alpha Condé. Parce qu'on a beau vouloir bâtir une nation, s'il n'y a pas de quiétude et renforcer le tissu social, soit on tomberait en ruine. Donc c'est les bénédictions que notre frère va formuler, n'est-ce pas, pour que les fils de Barreau aillent vers le chemin de l'émergence, n'est-ce pas. Nous prions que ces prières-là soient exaucées. Les sages de Barreau et El Hadj Seck Suleiman Sidibé, le président de l'association Nourdine Islam, ont imploré la grâce divine et fait des bénédictions en faveur de l'émergence de la Guinée. Pèlerinage de Bofa avant dernier virage. Ce soir, nous allons vous parler de la confession. Il est présenté comme un des sacrements de l'Église axé sur un échange entre un fidèle et un prêtre pour avouer ses péchés. Marie-Angélique Bangoura pour plus de précision. Ce n'est pas une simple causerie en aparté. Il s'agit d'une confession du fidèle catholique devant le prêtre. Cet acte consiste à se confier au prêtre pour obtenir des bénédictions et des prières pour le pardon des péchés. Ce rite fait partie intégrante de la vie du fidèle catholique. À Bofa, un temps est réservé pour la confession des fidèles. Être auprès d'un prêtre pour la confession, ça fait du bien à l'être humain parce que tu décharges tous les poids qui te fatiguent. Et nous sommes des êtres humains, nous sommes appelés chaque fois à tomber, à faire des erreurs. Et pour cela, puisque Dieu est miséricordieux, il pardonne les péchés, il serait mieux chaque fois de faire la démarche de venir vers eux pour se confesser et se libérer de tout ce fardeau. Une fois que tu es confessé, tu te sentiras bien. Nous savons qu'en Afrique, tout le monde a des amis. Tu vas prendre quelqu'un d'un ami sûr, lui dire, ah vraiment voilà c'est le problème que j'ai. Tu l'expliques, tu dis mais attention, je ne veux pas attendre avec quelqu'un d'autre. Mais après là-bas lui aussi il a un ami sûr. Il va aller lui rencontrer, lui dire, hey, mais mon nom. Donc c'est ce qui fait qu'on a peur de dévoiler ses secrets le plus souvent à des amis. Mais avec les prêtres, comme ils sont autorisés, on les explique et ils demandent pardon auprès de Dieu pour que tes péchés soient pardonnés. Dans l'Église catholique, les fidèles sont dans l'obligation de se confesser fréquemment. Ainsi, seul le prêtre est habilité à assurer ce rite à cause de l'onction déjà reçue pour le mettre à la disposition des fidèles. La confession est un sacrement, ça fait partie des 7 sacrements de l'Église. Et ce sacrement a été institué par le Christ ressuscité lui-même. Il est le sacrement de la miséricorde. Et il a confié cette mission donc aux prêtres et aux évêques, aux ministres de l'Église pour remettre les péchés ici-bas sur terre. Ce n'est pas facile, oui, ce n'est pas facile d'aller avouer ses péchés à un être fragile, à un pécheur comme le prêtre. C'est un homme qui fait l'expérience du péché lui aussi. Comme le sermon d'Hippocrate, le prêtre devra dès lors s'abstenir à dévoiler le secret du fidèle. Selon les lois de l'Église catholique, il risquerait d'écoper des sanctions s'il dévoilait la confession du fidèle. Le confessionnal d'abord n'est pas un tribunal. On ne vient pas pour être jugé. On vient pour recevoir la miséricorde de Dieu, la tendresse de Dieu. Et là-bas, le prêtre
est invité à ne jamais révéler ce péché, ce qu'il entend au confessionnal. On appelle ça le secret confessionnal. Dans l'espace du travail, on parle de secret professionnel. Chez les prêtres également, il y a le secret confessionnal. Aucun prêtre ne doit révéler ce qu'il entend au confessionnal, au point d'être puni par la loi. Donc si quelqu'un entend qu'un prêtre a révélé ce qu'il a dit publiquement, de façon ouverte et de façon directe, on peut le poursuivre, il peut être suspendu de ce péché. C'est puni par la loi de l'Église. Depuis des âges, les fidèles catholiques font de leur priorité la confession, car à travers l'onction du prêtre, le fidèle est libre et pourra communier à chaque célébration eucharistique. Et les conseils du prêtre sont mis en action pour adopter un bon comportement dans la société. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite du plaisir en compagnie des programmes de la RTG Coloma. Au revoir.